Bonjour les amis cinéphiles, aujourd'hui je voulais revenir sur un film d'animation pour changer, un film sorti en 2018, réalisé par Brad Bird, qui est la suite des Indestructibles, sorti il me semble en 2004. Le film est sorti, la suite est sortie bien longtemps après, et c'est un film qui a été pas mal boudé par les critiques, même s'il a été un gros succès en termes de box-office. Mais moi, personnellement, c'est une de mes suites préférées de ces dernières années, c'est peut-être une des meilleures suites, je pense, de Pixar depuis Toy Story 2. Je vois pas d'autres suites aussi bien. J'ai trouvé que Vice Versa 2 était assez moyen. Et c'est vraiment un film que je trouve passionnant. Je voulais surtout en fait parler d'une théorie que j'ai autour de ce film, autour d'un personnage qui est le personnage de Winston Devor, ce milliardaire qui, pour moi, me fait beaucoup penser à Walt Disney en fait. Je trouve qu'il a vraiment le look du Walt Disney de la période Epcot. Et je pense qu'en fait, Brad Bird, avec ce film, avec cette suite, a voulu faire une critique de l'avenir des studios Disney. Ça tourne d'ailleurs à Winston Devor. D'ailleurs, il s'appelle Winston Devor WD. C'est quand même assez marrant. La tour me fait penser un peu à un château, à l'entrée d'un parc Disney. Enfin, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez passionnant. Et je trouve que ce film, pour moi, c'est vraiment une des meilleures suites qui retravaille un peu comme pour un Terminator 2 de James Cameron. Il va retravailler la structure du premier, mais en inversant les rôles. Cette fois, c'est le personnage de Elastic Girl qui va devenir une héroïne alors que le père va rester à la maison. Un peu comme dans Terminator 2 où on a inversé les rôles, où c'était les méchants, Arnold Schwarzenegger, le Terminator qui devenait le gentil, et le personnage qui était le méchant qui lui ressemblait physiquement à un gentil. Il y avait une inversion des rôles et je trouve ce jeu de symétrie très intéressant chez des cinéastes comme Brad Bird de James Cameron. Je trouve que c'est des cinéastes qui sont assez malins dans leur manière de restructurer des mythes, de restructurer des icônes. Après, ce que je voulais surtout dire, c'est que pour moi, le film des Indestructibles 2 s'inscrit aussi dans une lignée de films un peu objectivistes, un peu à la manière du libertarianisme de Ayn Rand, vous savez, cette écrivaine américaine qui a écrit La Source vive, qui avait une philosophie vraiment objectivisme, qui était pour la création, libérée de toute forme de dogme, de toute forme de dictat, de toute forme de capitalisme. Et je trouve ça très intéressant, en fait, cette manière, cet idéalisme qu'a Brad Bird, qui lui vient justement des vieux Disney, des Nine Old Men, de toute cette tradition-là, qui est un peu surannée, mais que je trouve passionnante, qui rappelle aussi le cinéma de King Vidor. On va avoir beaucoup de cet amour de l'architecture dans les Indestructibles 2, par exemple cette maison qu'ils vont avoir, une maison de fonction que va leur louer l'État, me fait penser vraiment à une construction qu'on pourrait avoir, le personnage du rebelle de Gary Cooper, qu'aurait pu construire ce personnage dans le rebelle de King Vidor, adapté de La Source vive justement. Et je trouve que c'est un film qui, pour moi, parle d'une certaine manière qui n'est pas en vrai une simple suite, mais plus, on pourrait dire, presque une critique de l'image moderne, en utilisant une image un peu rétro. C'est un film qui, pour moi, orchestre une espèce d'une lutte fratricide, pardon, j'arrivais pas à le dire, pour l'âme industrielle culturelle, en fait, pour l'industrie culturelle. D'une certaine manière, je trouve que au cœur en fait de ce film, Winston Devor apparaît comme une espèce d'avatar un peu mélancolique de Walt Disney, une espèce de démiurge explorateur comme elle était avant Walt Disney, alors qu'aujourd'hui l'industrie s'est totalement fourvoyée, elle ne fait que recycler des mythes, alors qu'avant Walt Disney, lui, tentait des choses qui n'avaient jamais été faites, c'était un pur explorateur, et je trouve qu'aujourd'hui Disney a perdu ce sens de l'exploration, ce sens de l'expérimentation, et je trouve que d'une certaine manière, Brad Bird renoue avec ça, avec une espèce d'optimisme inébranlable qui était vraiment l'apanage de Walt Disney. Je pense qu'en fait, Brad Bird croit encore au pouvoir rédempteur des héros comme le personnage de Winston Devor. Et à l'heure où le cinéma de super-héros, aujourd'hui, en fait, on n'a plus vraiment des films de super-héros. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est des films de franchise, mais les personnages ne font pratiquement plus rien d'héroïque. Ils se battent que entre eux pour une cause scénaristique ou pour annoncer un artefact ou une pierre qui sera dans le prochain film. On est vraiment dans une grosse série télé et j'ai plus l'impression de voir des films de super-héros. Et c'est pour ça que pour moi, Les Indestructibles 2 a vraiment été
une bouffée de fraîcheur parce que c'est vraiment un film où j'ai vraiment été content de revoir un vrai film de super-héros. Et je trouve que pour moi, dans le film, il y a une espèce de idéalisme qui se heurte justement euh, à ce qu'on voyait déjà dans les paysages en ruine de Tomorrowland, hein, qui était comme enfin, La Poursuite de Demain, ce film sorti en 2015, qui représentait un Disney déchu d'ailleurs. Moi, je trouve c'est très intéressant que ce film Tomorrowland, Brad Bird ait décidé de le faire alors qu'il avait refusé le script de Star Wars 7, qui est pour moi un des pires films de Star Wars jamais réalisés, qui est vraiment du fan service tout le temps, qui ne propose rien de neuf, qui donne l'impression que Star Wars est une petite saga renfermée sur elle-même, qui s'auto-référence. D'ailleurs, J.J. Abrams, ça fait un très mauvais film. Et c'est très intéressant que Brad Bird ait refusé ce projet pour faire justement Tomorrowland, qui critique l'industrie Disney, qui critique le fan service un peu aveugle, euh, la nostalgie artificielle et marketée que moi je déteste et que j'avais détesté à l'époque de Star Wars 7. Je me rappelle à la sortie de Star Wars 7, les pubs qui passaient en boucle de Peugeot, qui en avaient rien à foutre de Star Wars, mais qui nous mettaient des Star Wars à toutes les sauces. Les produits dérivés qui étaient déjà dans tous les rayons, avec les personnages de Kylo Ren insupportables, alors que le film n'était même pas encore sorti, mais le film il était déjà programmé comme quelque chose de culte, et que personne à l'époque n'était allé voir Tomorrowland ou The Walk de Zemeckis, qui est un film magnifique, alors que tout le monde était en train de célébrer l'anniversaire de Retour à le futur, parce que c'était la même année où Doc et Marty sont censés arriver en 2015, mais personne ne parlait de The Walk que de Zemeckis. Et moi je trouve que Brad Bird comme Zemeckis sont des explorateurs un peu de l'imaginaire. Et moi j'avais envie de dire à l'époque aux gens, mais si vous voulez vraiment retrouver la sève de Star Wars de l'époque, la sève de Retour à le futur, allez voir The Walk, allez voir Tomorrowland, allez voir ces films-là. Et je trouve que Les Indestructibles 2 est vraiment très intéressant. Pour moi, ça parle d'une certaine manière de tous ces producteurs cyniques qui sont incarnés par Evelyn Devor, hein, qui est la version maléfique de Disney, qui représente le Disney d'aujourd'hui, je pense, qui est une espèce aussi de féminisme un peu revanchard, très bizarre dans le film, là où je pense que Elastic Girl représente un féminisme optimiste et fertile qui va servir à l'intrigue et qui va pas être dans quelque chose de néfaste. Et j'aime beaucoup en fait cette dualité dans le film, et je pense que Evelyn Devor d'une certaine manière représente un peu une architecte de l'ombre qui ne croit plus vraiment au récit et vraiment à la magie des super-héros, mais d'une certaine manière à la pure manipulation des masses. D'ailleurs c'est pour ça que c'est elle qui va être l'hypnotiseur. D'ailleurs cet hypnotiseur a beaucoup été critiqué par les gens comme un méchant pas vraiment intéressant, pas vraiment marquant, mais en fait l'hypnotiseur dans le film est un leurre en fait, et pour moi c'est vraiment, il nous trompe, et le véritable méchant c'est Evelyn Devor, et c'est un personnage qui nous fait voir une autre vérité, et moi j'ai trouvé ça très intéressant. La scène du train aussi, qui est pour moi clairement un hommage à la scène du métro aérien de New York dans Spider-Man 2. Je pense que Sam Raimi, comme Brad Bird, comme tous ces artistes, Alex Ross, la série de Batman de Bruce Timm, sont des cinéastes qui travaillent une espèce d'esthétique de la ligne claire et du super-héros de l'âge d'or que j'aime beaucoup, qui n'est pas une vision rétrograde, mais vraiment une vision non plus passéiste, mais quelque chose qui est une espèce d'utopie qu'on a un peu perdu aujourd'hui et que moi personnellement j'adore. Et je pense aussi beaucoup, l'hypnotiseur me fait beaucoup penser bien sûr à L'invasion des profanateurs de Sépulture, hein, le Body Snatchers de Don Siegel, qui est une figure qui travaille énormément le cinéma de Brad Bird, je pense, même dans des films comme je pense au Géant de Fer, la scène où le petit garçon ne doit pas s'endormir pour surveiller le robot avec l'agent de sécurité qui le surveille, pour moi me ramène tout de suite à L'invasion des profanateurs, la version de 56 de Don Siegel, où on ne doit pas s'endormir, sinon notre identité se modifie. Et quelque chose que j'adore aussi, cette esthétique de la paranoïa des années 50, qui est à la fois nostalgique, mais à la fois qui fonctionne tellement bien aujourd'hui avec notre époque des réseaux sociaux, de paranoïa, de victimisation perpétuelle où tout le monde accuse tout le monde. Et je trouve que vraiment Les Indestructibles 2 est un film passionnant. C'est pas juste une petite suite, il y a vraiment une réflexion sur l'avenir du divertissement, sur ce que c'est un film de super-héros. Je pense que c'est un film qui représente, comme pour le Géant de Fer, une espèce de nécessité vitale de l'enfant qui ne doit pas fermer les yeux d'une certaine manière, comme l'adulte qui ne doit pas fermer les yeux. Je pense que, aussi, pour en revenir à l'objectivisme, je sais qu'il y a un film que tout le monde a détesté, mais moi que j'aime beaucoup, il faudra que je revienne dessus, mais c'est le Megalopolis de Coppola, qui d'ailleurs, dans les crédits du film, dans le générique du film de Coppola, on peut voir qu'il a dédié son film à Brad Bird,
pour le côté objectivisme, le côté, on pourrait dire, oui, vraiment explorateur, le côté expérimentateur pour le côté rêveur. Et il y a vraiment une filiation très intéressante à faire les deux entre Brad Bird et Coppola, entre la ville de Tomorrowland aussi et la ville de Megalopolis. C'est quelque chose que je trouve passionnant et qui inscrit vraiment ces films dans un côté libertarien que je trouve, comme par exemple le personnage de César Catalina dans Megalopolis, qui veut, comme Winston Devor, bâtir un monde sur des fondations de l'émerveillement, à l'opposé de Evelyn qui agit comme une antithèse, en fait, on pourrait dire, de Howard Roark, dans le Vidor, dans le film de Vidor, le Rebelle, là où Roark, en fait, voulait détruire, il était tellement obsédé par une perfection et par un art absolu, libéré de toute contrainte, qu'il décidait de son propre gré de détruire un immeuble qui ne correspondait pas à ses plans, en fait. Et ça montrait un peu que vraiment cet objectivisme pouvait être aussi à la fois beau, mais à la fois néfaste et presque absurde. Il y avait cette idée dans Megalopolis aussi que le personnage de César finissait quand même par construire sa ville de Megalopolis sur des ruines, en fait. C'est le ruine d'un satellite qui venait de s'écraser, qui en plus, l'imagerie de ces ruines était celle du 11 septembre que Coppola avait filmé à l'époque en 2001, quand il voulait déjà réaliser Megalopolis, mais il avait arrêté le tournage à cause des attentats. Donc il s'est resservi de ce drame pour reconstruire quelque chose par-dessus qui peut être très critiquable, hein. C'est vraiment parce que l'objectivisme, c'est très condamnable aussi. Par moments, il y a quelque chose de presque un peu de tyrannique, hein, dans l'objectivisme. C'est très délicat, mais moi je pense qu'il faut garder la part de naïveté de ce libertarisme et de cet objectivisme, même si elle est condamnable d'une certaine manière. Et le personnage dans Le Rebelle de King Vidor en est une facette, hein, vraiment assez exagérée, parce que ce personnage est beaucoup trop radical. Mais je trouve qu'il y a vraiment une forme de beauté. Je trouve que Brad Bird rejoint ces interrogations-là de King Vidor, de Ayn Rand, de Coppola, de tous ces créateurs, de tous les... Et puis pour en revenir aussi à la ligne claire, moi j'aime beaucoup cette esthétique-là, mais on pense vraiment, je pense qu'en fait l'esthétique des Indestructibles, le 1 comme le 2, est très intéressante, et surtout on a beaucoup à l'époque critiqué le 2 qui se passe pratiquement 15 ans après le 1. Les gens ont beaucoup critiqué le fait que les personnages, d'une certaine manière, ne grandissent pas et restent toujours le film commence vraiment là où vraiment le 1 s'est terminé, et les gens ont vraiment critiqué que c'est dommage que les personnages ne grandissent pas. Mais pour moi, en fait, il faut savoir que Brad Bird il est un des créateurs avec Matt Groening des Simpsons, et les Simpsons n'ont jamais grandi parce que leurs personnalités sont indissociables de leur apparence. D'une certaine manière, dans les Indestructibles 2, c'est pareil, en fait, cette espèce de ligne claire de personnages très épurés, aussi très reconnaissables, leur physicalité, comment dire, leur pur trait de crayon, en fait, leur simplicité visuelle représente totalement leur personnalité et leur pouvoir. Je veux dire, on a l'homme fort, le père qui va être costaud, donc qui va représenter le patriarche qui doit protéger sa famille. On va avoir la mère qui est élastique, mais en fait c'est parce qu'elle doit être partout en même temps, elle doit s'étirer pour tout le monde, pour être constamment présente. On va avoir l'adolescente mal dans sa peau qui évidemment peut devenir invisible, comme tous les adolescents aimeraient se sentir invisibles. On a l'enfant hyperactif, Flèche, qui lui va avoir un pouvoir de super rapidité. Et même dans cette logique-là, je trouve que donner des pouvoirs absolus à Jack est super intéressant, parce que moi ça m'a tout de suite rappelé le Docteur Manhattan dans Watchmen, parce que en gros le Docteur Manhattan est une sorte de demi-dieu qui a un pouvoir quasi absolu, mais qui ne se rend même pas compte de son pouvoir, parce qu'il est déjà plus du tout connecté à la Terre, il est déjà dans un ailleurs, il est déjà dans une autre mentalité. Et le fait de mettre ça dans un corps de bébé qui ne se rend même pas compte de son pouvoir absolu, je trouve l'idée géniale. Et en plus je trouve que les Indestructibles 1 déjà parlait d'une certaine âge d'or de cinéma, âge d'or par exemple de l'histoire des super-héros, pour passer après dans un âge plus sombre qui évoque justement le passage de l'âge d'or à l'âge d'argent, et puis après à Watchmen de Alan Moore qui va remettre en question le rôle du super-héros et la fonction des super-héros. Il y a quelque chose aussi de quel est le rôle du super-héros, quelle est sa place par rapport au peuple, est-ce qu'il a tous les droits, est-ce qu'il doit faire justice lui-même. Enfin, quelque chose de très intéressant qui vraiment fait le pont entre toute l'histoire des super-héros
et aussi entre cette histoire de l'animation très épurée, de la ligne claire, qui pour moi vraiment c'est quelque chose qui va irriguer beaucoup de cinéastes et beaucoup de dessinateurs de BD. Moi je pense à Alex Ross, à Kingdom Come, qui parle aussi de ça, de la fin d'un certain âge d'or, mais aussi on pense vraiment au cinéma de Sam Raimi, on pense à ces Spider-Man, même à Darkman, on va penser bien sûr à, voilà, moi je pensais à Bruce Timm, je pensais à tous ces metteurs en scène, que ce soit dans la série, dans l'animation, dans le cinéma ou dans la BD. Je trouve que d'une certaine manière, ils retrouvent une espèce d'héroïsme qui manque aujourd'hui, une certaine fraîcheur. Et c'est une pure logique de dessin animé à l'ancienne, mais jamais nostalgique, en tout cas qui critique la nostalgie, avec ce personnage d'hypnotiseur, d'ailleurs, qui à un moment parle au spectateur, hein, qui lui dit vous êtes des spectateurs passifs, dociles. Je pense qu'il critique aussi le fan service d'aujourd'hui, enfin quelque chose que j'ai trouvé vraiment pour un film d'animation qui a l'air d'être une suite un peu mercantile. Je trouve que Brad Bird, il a joué un peu le mercenaire et derrière, il a mis des messages très intéressants que moi j'ai trouvé passionnants et qui rejoint un peu tous ces questionnements-là que j'aime beaucoup. On pense aussi bien sûr à son amour de la quatrième dimension, avec Jack qui disparaît dans la quatrième dimension, qui est à la fois une référence à Poltergeist de Spielberg, mais surtout à l'épisode de The Lost Girl, un des plus beaux épisodes de la quatrième dimension, avec cette fille qui disparaît dans un monde alternatif où on entend sa voix qui résonne, et quelque chose aussi de l'enfant qui regarde la télé, qu'on peut retrouver dans Poltergeist, tout ça. Puis il y a cette scène géniale où il va se battre contre un raton laveur, qui est son premier super vilain, son premier ennemi. C'est génial, il y a des pures idées de mise en scène. La scène finale dans ce bateau détachable, qui va très très vite, qui fait tout de suite penser à Opération Tonnerre. J'aime beaucoup comme vraiment Brad Bird recycle tout ça, recycle une esthétique un peu rétro-futurisme pour faire quelque chose de neuf et de nouveau et ne pas s'enfermer dans le passé. Voilà, j'ai même pas parlé de scènes d'action qui sont d'une fluidité, le film est d'une fluidité en termes d'action. Voilà, la scène de la moto détachable est exceptionnelle, elle est même trop courte je trouve, c'est dommage, mais l'introduction est superbe, une introduction vraiment presque à la James Bond. Après bon voilà, vraiment une réflexion passionnante sur notre consommation, sur ce qui se passe dans les écrans modernes, sur ce qu'est devenu l'industrie de Disney, l'industrie du spectacle, l'industrie des films de super-héros, du divertissement en général. Voilà, après, je pourrais parler de Ratatouille, je pourrais parler de toutes ces... Ratatouille qui parle aussi de la critique. On pense tout de suite à la critique dans Ratatouille qui est très inspirée du critique dans, dans le film de Kik Vidor, encore une fois, le rebelle avec le critique qui critique l'architecture. On a quelque chose vraiment de l'art absolu contre le regard critique, de la liberté, libertarisme, comme on dit, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, je trouve que c'est un film passionnant. Ce n'est pas juste une petite suite fun pour faire plaisir. C'est pour ça que j'ai très peur d'ailleurs pour la suite, Les Indestructibles 3, qui va se faire sans Brad Bird. Je pense que ça va être un truc assez artificiel, avec beaucoup moins de messages. Je sais que Brad Bird, là, il est concentré sur un projet qui lui tient à cœur depuis très longtemps. Il va adapter son fameux Reagan, qui devrait être un espèce de dessin animé néo-noir, cyberpunk, qu'il a programmé depuis très longtemps. Donc j'ai très hâte de voir ça, mais je trouve ça très dommage qu'il ne soit pas sur Les Indestructibles 3. Je pense qu'il aura fait quelque chose de très intéressant. Et puis, donc voilà, après, voilà, je veux surtout parler de cette théorie de Winston Devor, qui est pour moi vraiment une espèce de clone de Walt Disney et sa sœur, qui représente plutôt le frère Roy Disney, ou plutôt l'entreprise Disney qui s'est fourvoyée, qui a vendu son âme, qui est dans un esprit revanchard, qui a un esprit de retravailler la nostalgie, mais de manière artificielle, quelque chose qui s'est perdu. Voilà, je voulais vraiment revenir sur Brad Bird, sur toute l'histoire aussi, il faudrait que je revienne, mais j'ai pas trop le temps, mais sur les Nine Old Men, sur sa vision de l'animation, de la ligne claire, du mouvement perpétuel que j'adore, qui l'amènera aussi vraiment vers Mission Impossible aussi, qui est un des meilleurs Missions Impossibles. Et puis voilà, moi Tomorrowland, qui est un des films les plus sous-estimés, que je pense commence à devenir culte depuis quelques années. Puis là, il a vraiment de plus en plus une réputation qui est en train de monter, mais un film vraiment beaucoup, beaucoup plus intéressant que Star Wars 7. Vous voyez vraiment The Walk de Zemeckis et Tomorrowland à la poursuite de demain de Brad Bird avec George Clooney, qui est un film magnifique. Je ferai peut-être une critique un jour de ce film un côté si j'ai le temps. Mais voilà tout ce que je voulais dire sur Les Indestructibles 2. Revoyez-le sur Disney+, si vous pouvez le voir, ou achetez-le en Blu-ray parce qu'il y a quelques bonus assez intéressants. Ne vous laissez pas piéger, ce n'est pas une suite mercantile mauvaise
C'est beaucoup mieux qu'un Vice Versa 2 ou qu'un Zootopie 2 qui est sorti récemment, qui était assez décevant aussi. C'est un film très intéressant. Donc voilà, encore une fois, je vous ordonne d'aller au cinéma, de continuer à parler de films entre vous, c'est très important d'échanger. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et bonne journée.